et pour sortir le pays des âges du passé, et pour déboucher dans la lumière des temps d'aujourd'hui, frère, à quelque activité que tu te consacres, regarde à côté de toi. Au coude à coude, tu trouveras un frère attelé à la même tâche, celle de bâtir le Sénégal nouveau. « 1962. Le Sénégal, depuis 2 ans, construit son indépendance, obtenue de la France le 4 avril 1960. 3 hommes incarnent la nouvelle nation. Léopold Sédar Senghor, président de la République, Mamadou Dia, président du Conseil, et Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur et de la Défense. En fait, Léopold Sédar Senghor dispose d'un pouvoir très limité. L'homme fort, c'est Mamadou Dia, avec à ses côtés Valdiodio Ndiaye, en charge de la cohésion nationale. Depuis quelques mois, la jeune République vit une crise politique. Le président Senghor veut renforcer son pouvoir et demande à Mamadou Dia, le président du Conseil, le départ de Valdiodio Ndiaye, dont la popularité ne cesse de grandir. Valdiodio Ndiaye doit quitter l'Intérieur et la Défense pour le ministère des Finances. Le Sénégal a vécu des journées historiques au cours desquelles les institutions de la République ont couru les plus graves dangers. Déjà en cet après-midi du 17 décembre, une grande animation régnait autour du palais présidentiel et des troupes prenaient position en face d'une foule d'heure en heure plus nerveuse. Que se passe-t-il le 17 décembre 1962 ? Aujourd'hui encore, la vérité reste voilée. Mais il est clair qu'un tel événement est particulièrement révélateur de ce que vécut et vit encore le continent africain dans sa quête de liberté et dans les choix de son développement. Défense des institutions ou conquête du pouvoir ? Il faut savoir que le président Senghor, proche des conseillers du général de Gaulle, alors président de la République française, ne partage pas avec Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye la même vision de la souveraineté nationale du Sénégal. Après avoir affaibli Valdiodio Ndiaye, quelques mois auparavant, c'est Mamadou Dia que le président Senghor veut aujourd'hui effacer. Il tente de le destituer en faisant voter contre lui une motion de censure à l'Assemblée nationale. Le 17 décembre, le président Senghor demande par ordre de réquisition de l'armée que son palais soit protégé. Le président de la République avait pris l'importante décision de placer les différentes forces armées sous son autorité directe. De son côté, Mamadou Dia fait placer la gendarmerie autour de l'Assemblée nationale. Le corps de gendarmerie, à cette époque, est le plus puissant. Valdiodio Ndiaye, pour éviter un affrontement sanglant, réussit à convaincre Mamadou Dia de se dépouiller de toutes ses forces et propose une table ronde aux adversaires qui en acceptent tous deux le principe. C'est alors que Senghor, rompant son engagement, destitue le général Fall, chef des armées, le remplace et fait arrêter Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye, ainsi que 3 autres ministres. Il les accuse de tentative de coup d'État. Mais s'agit-il vraiment d'un coup d'État ? Lors du procès des accusés, maître Robert Badinter, avocat de Valdiodio Ndiaye, exprimant l'étonnement général, posera cette question. Dans quelle révolution, dans quel coup d'État a-t-on vu les organisateurs d'un complot envoyer des troupes à l'adversaire pour le protéger ? Surtout lorsqu'on sait que l'ordre de réquisition des troupes a été signé par M. Senghor lui-même. J'ai réquisitionné l'armée qui s'est mise tout entière derrière moi. Tout est rentré dans l'ordre. Après l'arrestation de l'équipe gouvernementale, le président Senghor modifie la Constitution. Il instaure un régime présidentiel fort. Le nouveau gouvernement du Sénégal était rapidement constitué avec à sa tête le président Senghor, président de la République et chef du gouvernement. À l'issue du procès, les accusés sont lourdement condamnés, alors que le procureur général n'avait requis aucune peine. Ils seront tenus au secret dans le centre spécial de détention de Kédougou, au fond du Sénégal. Claire, l'épouse de Valdiodio Ndiaye, et leurs 4 enfants sont expulsés le 24 décembre. Aucun droit de visite ne sera accordé aux enfants pendant 10 ans. La tragédie moderne, c'est la politique. À cette phrase d'André Malraux, Valdiodio Ndiaye ajouta « Ici, en Afrique, la politique est une tragicomédie où des cabotins
réinvente Shakespeare. Absolument innocent d'ailleurs. Je l'ai soutenu, ma conviction est entière. Il n'y a jamais eu dans cette affaire de complot auquel Valdiodio Ndiaye aurait participé. Non, c'est ce que l'on appelle la justice politique, c'est-à-dire une très mauvaise forme de justice et une pire encore forme de politique. Je crois que le procès a, par ses conséquences, certainement causé grief au développement des élites politiques au Sénégal. C'était une régression. Des voix s'élèvent et demandent la libération des condamnés. Jean-Paul Sartre, François Mauriac, Aimé Césaire, René Cassin, le prix Nobel de la paix, le pape Jean XXIII. Bien au-delà des querelles de pouvoir, c'est la conception même de la décolonisation qui était ici en cause. Et l'Afrique d'aujourd'hui y trouve certainement l'une des raisons majeures de ces conflits. Aujourd'hui, les Sénégalais s'interrogent. N'est-ce pas dès 1958 que son destin est scellé quand, face au général de Gaulle, Valdiodio Ndiaye se fait l'avocat de l'indépendance du Sénégal? Ce jour-là, il était seul. Le président Senghor était en vacances en Normandie. Mamadou Dia, le président du Conseil, en cure en Suisse. Un rappel. Le 1er juin 1958, le général revient après une longue éclipse. Le président Coty a besoin de lui pour régler le problème de l'Algérie. Pour ancrer son pouvoir, le général propose un grand référendum qui projette la création de la Ve République et son accession à la présidence de la France. Le général de Gaulle a donc besoin de toutes les voix. Dès le mois d'août, il part pour l'Afrique, où depuis la dernière guerre, il a de nombreux amis. C'est là en effet qu'il avait établi les bases de la libération de la France. Ici, il va proposer, dans le cadre de la future Constitution, la création de la communauté française qui donnerait plus d'autonomie aux gouvernements africains. Ce voyage revêt donc une importance cruciale pour l'avenir du général de Gaulle. En regagnant Paris, après son périple de 20 000 km, le général de Gaulle a pu se féliciter d'une prise de contact directe qui l'a entièrement éclairé sur le problème de la communauté franco-africaine. Madagascar, le Congo, la Côte d'Ivoire ont salué le passage du général de Gaulle. En faveur de cette communauté, dans un élan populaire si unanime et si spontané qu'il serait difficile de ne pas y voir les signes d'une adhésion totale, la promesse formelle d'un oui massif au prochain référendum. La Guinée, avec Sékou Touré, lui a dit brutalement non. Aujourd'hui, Dakar. Ici, l'homme de l'appel à la résistance du 18 juin 1940 va rencontrer celui qui deviendra l'homme de l'appel à l'indépendance du 26 août 1958, Valdiodio Ndiaye. Deux hommes du refus que l'histoire sépare au nom de la dignité. Le voici, il se lève. Aux acclamations de la foule, il s'avance vers les microphones. Monsieur Valdiodio Ndiaye, je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information. Le peuple d'Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu'il fait décisives et s'interroge sur le choix qu'il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse outre-mer, déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Le référendum était très simple, il fallait voter pour oui ou pour non. Oui, c'était non à l'indépendance. Non, c'était l'indépendance immédiate. De Gaulle avait été très tranchant à Conakry. Et quand il est venu ici à Dakar, il a répété, si vous voulez l'indépendance, prenez-la. Parce qu'il a été acquis à la place Protet par un tonnerre de désapprobation. Les jeunesses estudiantines, les travailleurs, les femmes, les jeunes, les partis politiques étaient là avec leurs pancartes. La place Protet vibrait de 1000 voix de toute nature. La protestation était dans le cœur de tous les Africains qui se disaient enfin, l'Algérie verse son sang pour l'indépendance, l'Indochine verse son sang pour l'indépendance. Nous, on nous offre la possibilité, par le moyen d'un simple bulletin de vote, d'aller aujourd'hui à l'indépendance. Comment ne pas l'accepter? Et je crois qu'il est entré en symbiose avec ce peuple. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs.
qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. L'unité africaine. Et la confédération. Il a pris un destin national, mais avec une vision politique qui était tout à fait une vision, non pas de politique politicienne. Valdiodio n'était pas un briscard de la politique. Ce n'était pas un homme qui s'enfermait dans des formules creuses pour tromper l'opinion. Il croyait en des choses, il croyait en des valeurs. Il voulait les traduire en actes concrets. Ce n'était pas le politicien que décrivait Machiavel. Je pense que c'était un humaniste, une espèce d'esthète. Un homme pour qui la vie n'a de sens que lorsqu'elle repose sur la dignité, le respect d'autrui et l'attachement à un certain nombre de valeurs. Et sous ce rapport-là, il n'était peut-être pas le modèle politique qui convenait dans un milieu de loups et de requins où le meilleur homme que l'on pouvait considérer comme le politicien le plus avéré était celui qui était le plus riche en tournure, en retournement, en situation contradictoire. Non, je pense que lui, il croyait en quelque chose. Nous disons indépendance d'abord. Mais en nous fixant ce préalable, nous ne faisons qu'interpréter l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. Est-ce que ce discours adressé à De Gaulle était la réponse que le peuple sénégalais attendait? Je dois dire que Senghor était parti, parce que le tête-à-tête avec De Gaulle était lourd de signification. Et ce n'était pas tout le monde qui avait le courage de faire face à une telle exigence. Je dois également dire que Dia aussi était parti. Sékou Touré venait de proclamer son intention de voter contre, en disant quelque chose qui appartenait au registre de Valdiodio. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'était tout le sens du combat auquel Wally s'était livré. Quand ils l'ont laissé seul et qu'il s'est trouvé confronté à ce moment historique, je pense qu'il a senti qu'il était là, confronté à son destin. C'est une heure de vérité à laquelle il devrait nécessairement faire face. L'indépendance est un préalable. Elle n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un idéal en elle-même, mais pour ce qu'elle rend possible. Elle ne véhicule pas une volonté de sécession. Elle ne recèle aucune intention d'isolement ni de repliement sur soi. Ensuite, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il a été témoin du plan Marshall. Il a été témoin également des changements introduits par la guerre froide. Avec le développement du communisme mondial, une nouvelle donne intervenait sur la scène internationale. Et le colonialisme devenait une problématique au cœur même du système des Nations Unies. Il est donc rentré au Sénégal dans ce contexte-là et a commencé à s'insérer dans le mouvement de libération nationale du peuple avec un réalisme extraordinaire. Il a senti que par-delà ce qu'il pouvait apporter en tant qu'avocat à des individus isolés, à des causes déterminées, il y avait la cause de tout un peuple, la cause de toute une race, la race noire, la cause de tout un continent, le continent africain. Le drame du colonialisme avait plusieurs aspects, dont le moindre n'était pas l'aspect culturel. Parce que comme l'a dit Beder,
Il ne fallait pas seulement nous utiliser comme des bêtes de somme. Je vous dirai tout à l'heure ce que ce mot signifie dans les chansons qu'on nous a apprises. Mais en plus, il fallait que nous acceptions notre infériorité culturelle. C'est ainsi, par exemple, que moi j'étais élève, j'étais admis à l'école qu'on appelait l'école supérieure Blanchot. On nous apprenait beaucoup de choses, mais entre autres à vénérer la France. C'est ainsi, par exemple, qu'on nous faisait chanter. On nous faisait chanter des chansons comme celle-ci. France, ta main puissante a brisé nos liens, des tyrans nous vendaient comme des bêtes de somme. Ils tuaient nos enfants et ravageaient nos biens, mais tu nous délivras et fis de nous des hommes. Ah, le genre de chanson qu'on nous appelait, ou bien salut à toi, France éternelle. Par notre âme et par notre corps, tu demeureras jeune et belle, ô France, à qui vont nos efforts. Tu demeureras jeune et belle, ô France, à qui vont nos efforts. La colonie, pendant notre adolescence, on avait de cette atmosphère un sentiment d'injustice. On avait un sentiment d'injustice parce qu'il y avait le blanc et il y avait le noir à tous les niveaux. Par exemple, à l'école, bien sûr, mais ça c'est peut-être un peu subjectif parce que la note pour un travail égal fourni, la note du sujet français était toujours supérieure à la note de l'élève africain. Quand on allait dans les cinémas, il y avait une rangée pour les Touaregs et une rangée pour les Sénégalais. À cet âge-là, ça nous marquait. Surtout dans nos jeux, ça nous marquait beaucoup. Mais il fallait faire avec puisque tout le pays était logé à la même enseigne. Chère carte de France, image vénérée, dont j'aime à contempler les gracieux contours, terre vraiment bénie et de Dieu préférée, à toi ce souvenir de respect et d'amour. Quel plaisir de contempler le long de tes rivages, tes golfes et tes caps si connus des matelots. Ici, c'est la Normandie et ses riants ombrages. Là, c'est la Bretagne en guerre avec les flots. Nous n'avons pas compris quand nous nous sommes trouvés dans cette école dirigée par un Français qui nous inculquait des choses absolument odieuses. Il faut appeler les choses par leur nom. Ainsi, il nous avait en morale. Alors, il venait, il disait, aujourd'hui, je vais vous apprendre quels sont les défauts du nègre. Et il enchaînait, il disait, le nègre est orgueilleux, paresseux et menteur. Et il dissertait là-dessus. Il nous interrogeait. Alors, monsieur Dia Amadou Abdoul au tableau. Il ne disait pas monsieur, lui. Dia Amadou Abdoul au tableau. J'allais au tableau, alors il me disait, quels sont les défauts du nègre? Il fallait répondre si on ne voulait pas encourir une exclusion ou un blâme ou une punition. Il fallait répondre, le nègre est orgueilleux, paresseux et menteur. Quand on avait dit ça, il vous donnait 16 sur 20. On avait vécu ce présent. Et rien ne nous permettait de penser à un avenir proche, tout au moins. Changer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous disons indépendance et nous disons ensuite unité africaine. Si l'indépendance que nous voulons n'est pas la sécession, elle n'est pas davantage l'indépendance dans le cadre de chaque territoire. La rupture de toutes les solidarités fédérales existantes
le repliement à l'intérieur de frontières dont nous n'avons jamais cessé de dénoncer le caractère artificiel. Pour pouvoir comprendre comment les États aujourd'hui et les frontières actuelles ont été dessinées, il suffit d'imaginer une carte de l'Afrique. Vous l'imaginez et vous essayez de comprendre au fond pourquoi les Européens arrivent en Afrique d'abord. La première vague, ce sont les Portugais. Il faut imaginer qu'avant 1445, les Européens ne peuvent pas descendre dans l'Atlantique. Ils arrivent pour contourner le continent et aller en Inde, parce qu'ils veulent aller directement vers les épices sans passer par l'Empire ottoman. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des comptoirs, ce qu'on appelle des postes de relâche. Donc, ils vont le long de la côte. Après les Portugais, ce sont les Hollandais. Mais après, les Français arrivent, les Espagnols arrivent, les Anglais arrivent. Et tous ces Européens n'ont qu'une seule idée, avoir une porte d'entrée vers l'intérieur. Donc, vous imaginez que l'Afrique est cernée. Et sur l'ensemble de ces côtes, tous ces fleuves qui se jettent à la mer, il y a des Européens qui commencent à donner des noms. Gorée est donné par les Hollandais, Saint-Louis est donné par les Français, Bathurst est donné par les Anglais. Et la course, c'est qui va s'enfoncer le plus en profondeur. Et autour de tout ça, on imagine les richesses fabuleuses de l'Afrique, dans une Europe qui se lance vers l'industrialisation. Et ce sont effectivement tous ces Européens au pas de charge et à la course qui risquent de s'entrechoquer. Et c'est effectivement la nécessité d'éviter ces chocs-là qui entraîne Bismarck à convoquer la fameuse conférence de Berlin. Quelle est l'ambition de cette conférence? Établir des règles pour se partager l'Afrique et mettre les colonies donc au service des puissances européennes. Et si vous regardez cette carte, si vous regardez ces flèches, vous voyez effectivement comment la rencontre et la ruée, ce que les Anglais vont appeler le scramble, la ruée véritable pour le dépassage de l'Afrique est lancée. Mais là où c'est intéressant, les deux grandes puissances qui vont véritablement se partager l'Afrique et qui vont sceller le destin de l'Afrique, c'est la France et l'Angleterre. Parce que la France et l'Angleterre sont arrivés au XVIIIe siècle et c'est eux qui vont déloger, et les Hollandais et les Portugais. Et ce sont ces deux puissances qui ont été très près d'entraîner la guerre. Mais le principe qui va être adopté, c'est le principe, et c'est ça qui est fabuleux, qu'on avance jusqu'à rencontrer l'autre à partir de son point d'installation. C'est-à-dire que l'Afrique est dépecée rationnellement, mais à partir de considérations totalement irrationnelles qui ne tiennent aucun compte, ni des phénomènes culturels, ni des phénomènes politiques, et même pas quelquefois des phénomènes physiques. Quelquefois le relief peut arrêter les gens, mais ou bien le relief peut les pousser à demander plus. Et c'est pour ça qu'on a ces figures qui sont des figures assez extraordinaires quand on regarde les frontières de l'Afrique. C'est-à-dire que ce sont des frontières qui, dans une certaine mesure, sont dessinées de manière totalement hasardeuse, en s'arrêtant quelque part, soit parce qu'on rencontre les autres, ou bien en allant plus loin parce qu'on a besoin d'aller plus loin, parce qu'on a besoin d'un point d'eau. Berlin, c'est le début du tracé des frontières. Et ce tracé de frontières va se faire dans la fureur et dans le sang. Mais c'est aussi une période où se forgent de nouvelles identités et où des sociétés tentent à la fois de s'adapter à une nouvelle conjoncture ou de partir un peu plus loin. Donc Berlin a aussi entraîné un profond bouleversement
des cultures africaines, un profond bouleversement des configurations politiques. En même temps, Berlin consacre, comme je disais, désormais l'arrimage de l'Afrique comme continent. La géographie africaine est au service d'une géographie européenne. On ne peut pas parler d'indépendance si on ne peut pas parler d'histoire. Parce qu'il fallait d'abord que ces élites qui vont être à l'origine de l'indépendance puissent affirmer à la face du monde qu'ils avaient une histoire et qu'ils vivaient dans un continent qui avait une histoire et une histoire qui a été niée. Alors que ceux qui les avaient colonisés devaient, pour pouvoir effectivement fonder leur contrôle de l'Afrique, dire que c'était des non-nations. C'était des sociétés sans histoire qu'il fallait amener à la civilisation. Cette Afrique-là, les nationalistes vont aller à l'assaut pour la découvrir. Non seulement pour la découvrir, mais pour la présenter au monde et dire, face aux réalisations historiques de telle ou telle civilisation, l'Afrique a des réalisations comparables. Réinscrire l'Afrique dans l'histoire du monde, dans l'histoire universelle, en disant l'Afrique a été expulsée de cette histoire au XIXe siècle pour une raison simple. Quand les Européens ont décidé de conquérir l'Afrique, ils ont forgé un concept, le concept de mission civilisatrice. Pour civiliser quelqu'un, il faut décréter qu'il est barbare ou qu'il est devenu barbare. Mais toute l'histoire, comme il dit d'avant la conquête, l'histoire des historiens, égyptologues français du XIXe siècle, c'était de dire, comme Hérodote, la civilisation égyptienne est une civilisation noire. Ce qui est le plus essentiel dans le rapport qu'on entretient avec son histoire, ce n'est pas finalement de se dire est-ce que cette histoire est objective ou non, mais est-ce que cette histoire vous permet de fonder votre propre aventure dans le monde. Enfin, au-delà de l'indépendance et de l'unité, le gouvernement du Sénégal, avec le Congrès de Cotonou, propose la négociation avec la France d'une confédération multinationale de peuples libres et égaux. Cette solution nous apparaît comme la seule réaliste et la seule durable, parce qu'elle est la seule qui tienne compte à la fois du sentiment national des masses africaines, de leur aspiration à l'unité et de leur volonté d'entrer dans le monde moderne au sein d'un ensemble plus vaste encore. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter. C'est pourquoi nous regrettons de voir écarter la Confédération avec toutes les perspectives d'association qu'elle contenait.
ce serait pour l'Afrique un recul d'un demi-siècle, alors que tout nous commande d'aller de l'avant. Le paradoxe d'une société ou d'une élite, du moins, qui reconstruit son histoire en sautant la parenthèse coloniale, mais qui construit des nations à l'intérieur de frontières artificielles. Ça pose la question, à quelle histoire appartenons-nous? Est-ce que l'Afrique peut s'intégrer et enjamber les frontières coloniales? N'est-ce pas peut-être probablement la seule possibilité de créer un nouveau cadre pour une nouvelle histoire? Quel peuple l'Afrique indépendante et unie pourrait-elle plus librement et volontairement s'associer qu'avec le peuple de France, qu'elle connaît et qu'elle aime? Avec lui, elle a non seulement des liens d'interdépendance économique et culturelle, mais encore tout un passé de souvenirs qui, dans le meilleur et le pire, sont des souvenirs communs. Avec lui, elle partage un idéal de liberté et de dignité humaine, une même conception du progrès et de l'avenir du monde. Un Sénégalais peut aimer la France parce qu'il n'y a pas une France. La France est une catégorie plurielle. La Révolution française, c'est la Déclaration universelle des droits c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle on affirmait pour la première fois que les hommes naissaient libres et égaux. Voyez? Et cela a représenté une valeur essentielle, extrêmement élevée, à laquelle ont été nourries des générations et des générations de coloniaux. Quand ils ont vu de telles idées, incarnées par de grands hommes, tels que les Condorcet, les Robespierre, etc., ils ont senti qu'il y avait entre eux et ces gens-là une espèce de filiation naturelle. Ils se sont reconnus à travers cette France-là, la France de l'humanisme, la France du respect de l'autre, la France de la glorification de ce qu'il y a de plus élevé en l'homme, à savoir son droit à la dignité, son droit au respect, son droit à l'égalité. Notre espoir se fonde sur le fait qu'en venant ici, pour nous informer et pour vous informer, vous avez créé un climat de discussion et avez par là même tourné le dos à cette nouvelle philosophie de la vieille Europe qui, si l'on en croit Albert Camus, a répudié le dialogue pour épouser le communiqué. Une Europe qui ne dit plus « je pense ainsi, quelles sont vos objections ?» mais « voici ma vérité, peu m'importe que vous la discutiez, l'armée et la police se chargeront d'établir que j'ai raison. » Ce jour-là, celui qui était l'interlocuteur du grand général de Gaulle, c'était Maître Valdiodio Ndiaye, qui a su, ce jour précis, assumer en toute dignité et en toute honorabilité son rôle de grand Africain. À cet égard aussi, le choix qui nous est proposé n'est donc pas pleinement libre et notre réponse n'aura pas pleinement le sens que vous en attendez. Ou bien, nous voterons selon nos seules convictions, au risque de retarder la réalisation de l'unité africaine, ou bien nous définirons avec les autres territoires de la Fédération une position commune faite de compromis tactiques et qui laissera dans l'ombre, sans les supprimer, les véritables problèmes. Oui. Sur le plan national et international, ça a été vraiment un moment décisif. Et ça a été pour lui, quoi qu'on en parle, un moment décisif. Le moment qui lui a permis de traverser
dégénération ou bien tout un... Je ne sais pas, je ne trouve pas au mot. Ça l'a hissé, en quelque sorte. Aussi bien devant ses pairs que devant tous les Africains. Parce que lui, ce jour-là, avait su répondre ce qu'il fallait dire, juste ce qu'il fallait dire, sans équivoque, sans passion, mais juste ce qu'il fallait dire. Et ce jour-là, il a dû dire les indépendances d'abord. Non, pas encore. Car le oui l'emporte au référendum, c'est donc non à l'indépendance. Création de la Ve République avec la communauté française, le général de Gaulle est élu président de la République peu après. Va s'ouvrir maintenant le 6e conseil exécutif qui doit réunir autour du général de Gaulle les premiers ministres des 13 républiques formant la communauté. Voici M. Michel Debré. La voix des avocats de l'indépendance a été entendue. La nouvelle constitution prévoit une clause qui entrouvre la porte vers l'indépendance. Père Youlou, président de la République du Moyen Congo. Le président Mokhtar Ould Daddah pour la Mauritanie. Monsieur Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères de la République française. Monsieur Pinet, Finance. Le président Mamadou Dia, chef du gouvernement du Sénégal. Monsieur Léon Mba, représentant le Gabon. Monsieur Tirane, représentant Madagascar. Monsieur Houphouët-Boigny, représentant la Côte d'Ivoire. Monsieur Modibo Keïta, représentant le Soudan et le Mali, ce Mali qui fut salué par le président de la communauté dès ses premières paroles sur la terre d'Afrique. 2 séances de travail ont permis aux membres de la grande famille franco-africaine d'étudier une fois de plus les problèmes qui se posent à eux. Et c'est à l'issue de ces réunions que devait être faite l'annonce officielle des négociations entre la France et le Mali. Le Mali, c'est la fédération du Mali. Dès la fondation de la communauté française, quelques responsables africains, dont Valdiodio Ndiaye, veulent aller plus loin, plus vite. Ils relancent leur projet des États-Unis d'Afrique, dont le premier pas est la Fédération du Mali, fondée le 17 janvier 1959, unissant le Sénégal et le Soudan, actuel Mali. Foule bientôt transformée en vague humaine attentive dès le premier discours de la réunion, celui du ministre Valdiodio Ndiaye. La foule devient innombrable. Ce ne sont plus 20 000 personnes qui participent à cet élan collectif, mais peut-être 25 ou 30 000, les abords même de l'immense champ de course étant couverts. Bientôt, près de la tribune, les premiers rangs sont bousculés, les femmes, les enfants sont comprimés, les bébés qu'on se passe à bout de bras pour les sauver de l'écrasement arrivent dans les bras des officiels. C'est toute une atmosphère surchauffée de ferveur qui règne et où sont scandés sans cesse les noms de Modibo, Senghor, Dia et Mali, Mali. Cette union entre les deux pays renforce leur pouvoir et bien qu'éphémère, elle va permettre d'obtenir l'indépendance quelques mois plus tard. « 70 nations étaient là, petites et grandes, à travers leurs représentants pour s'associer à la joie du Sénégal et lui apporter leur sympathie. Les fêtes s'ouvraient par l'inauguration de la place de l'indépendance. Le ministre de l'Intérieur, maître Valdiodio Ndiaye, qui devait rappeler le rôle national de cette place, qui, par 2 fois, en août 1958 et en août 1960, a vu s'attrouper les forces vives du pays et, devant les drapeaux de tant de pays indépendants, souhaitait que l'an prochain flotte sans exception aucune ceux-là même que les forces de décolonisation tissent dans l'ombre. Ce fut un jour inoubliable. Pour des peuples colonisés, dominés pendant plusieurs siècles. Puis un beau jour, être libre, indépendant, c'est extraordinaire. Mais ce qui me frappe, moi, c'est surtout l'enthousiasme, l'euphorie de la population. Le peuple sénégalais qui était libre, complètement déchaîné, qui était délirant. Alors là, il n'y avait pas de fusion de sang.
c'était par le dialogue qu'on avait obtenu cette indépendance-là. Je crois que ça, on ne le dira jamais assez. Ça a été un déclic qui a provoqué précisément toutes les autres indépendances. Et c'était ça également, n'est-ce pas, qui était important. Ce n'était pas seulement le Sénégal qui était indépendant, mais c'était l'Afrique aussi. C'est notre génération qui pensait que nous étions des peuples comme les autres peuples. Des peuples capables, par conséquent, d'exister, capables d'être, capables de création, capables d'émancipation, capables de progrès. Et ça, c'était toute une génération, n'est-ce pas, qui avait vraiment, qui était convaincue de ce qu'il y avait cette conviction-là sur la nécessité d'une indépendance véritable, une indépendance réelle. Et que cette indépendance-là ne peut pas, c'est pas par des slogans, n'est-ce pas, qu'on allait obtenir cette indépendance-là, mais c'est en se retroussant les mains, en faisant preuve d'imagination, en descendant sur le terrain, en procédant à des réformes concrètes sur le terrain, que nous allions réaliser cette indépendance-là. En nous serrant les coudes et en nous serrant les reins, appliquer une politique d'austérité et donner l'exemple de l'austérité, utiliser le peu de moyens que nous avions dans les meilleures conditions, ne pas gaspiller. Et il fallait pour ça que nous-mêmes, que nous donnions cet exemple-là d'austérité. Sur ce plan-là, j'ai dit que j'ai rencontré une adhésion enthousiaste de Valdiodio Ndiaye. Valdiodio Ndiaye ne fut pas que l'homme d'un discours. Un mot, pour les Sénégalais, le distingue encore. Bâtisseur. Entre 34 ans et 40 ans, pendant 6 ans, de la loi cadre de 1956, qui met fin à la colonisation, jusqu'à son effacement en 62, le ministre Valdiodio Ndiaye sera successivement ou conjointement à l'intérieur, l'information, l'éducation nationale, la défense, les finances. À chacun de ces postes, il affirmera ses convictions et son projet. Le tiers-monde, au moment où il s'embarque dans l'exaltante aventure de la liberté, tient à draguer tous les récifs qui jalonnent son itinéraire. L'analphabétisme, la maladie, la faim. Pour ouvrir son pays à la démocratie, il entreprend une profonde réforme administrative, avec la création des régions et des départements, pour décentraliser le pouvoir et effacer les cadres de la colonisation. Pour permettre une telle réforme, il assume la suppression des chefferies locales, qui incarnent les fondements mêmes de la société traditionnelle et conservatrice. Lui, le fils de la reine du Simsaloum, issu des Guéloirs, les guerriers mandingues dont l'origine puise au plus profond de l'histoire africaine. J'ai un souvenir très fort de Maître Valdiodio Ndiaye, ministre des Finances, à un moment difficile, novembre 1962. À ce poste, il cumule plusieurs fonctions. Gouverneur au Fonds monétaire international, président du Comité monétaire national, administrateur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet homme, une vaste culture, se dévoue corps et âme pour qu'au niveau des banques, on maintienne avec une application stricte la distribution des crédits dans des conditions satisfaisantes afin que l'économie sénégalaise puisse se développer d'une façon optimale. Toute son action a été orientée vers la recherche de l'augmentation du pouvoir d'achat des populations locales avec leur épanouissement sur le plan à la fois culturel et politique. Il voulait que le Sénégal soit un pays marqué par la démocratie. Une démocratie se fait tous les jours avec des hommes debout et des hommes qui ne tendent pas la main.
Sinon, ce n'est pas une démocratie. Les hommes qui ont faim, qui tendent la main, vous ne pouvez pas en faire des citoyens libres, même si c'est dans un État indépendant. Et lui, son rêve, je crois, c'est que le Sénégal soit un pays libre, indépendant, démocratique, avec des hommes debout et qui n'ont pas faim. Quelqu'un comme Foccart dira dans ses mémoires qu'il était dangereux pour la France. Parce que ce courage qui lui permettait de faire face à l'homme du 18 juin, avec tout ce qu'il incarne comme grandeur, comme vision historique, comme élévation de sa stature, ça montrait le caractère d'un homme de décision, d'un homme de conviction, d'un homme sans complexe, d'un Africain qui avait le courage de s'assumer tout en restant profondément attaché à son peuple. Et je crois que cette image-là, elle faisait peur. Elle ne plaisait pas. C'est un patriote sénégalais. Il ne faut pas oublier le très très grand discours que moi je considère comme un des grands moments de l'art oratoire politique au plus haut niveau de la décolonisation, la prise de parole de Valdiodio devant le général de Gaulle à Dakar. Ce n'est pas un mince épisode. Il y a des moments où la parole est action, et cette parole-là a été une action très, très, très remarquable. Vous me disiez, les jeunes gens, la jeunesse sénégalaise cherche des maîtres, mais qui relisent les discours de Valdiodio, ils mesureront ce que signifie la conviction et le courage politique. Chez lui, moi je l'ai toujours admiré deux choses. C'était la force de l'analyse politique, et pas seulement en ce qui concernait la politique sénégalaise, c'était vrai aussi en ce qui concernait la politique française. Et je dirais plus généralement, les forces politiques dans le monde, s'est jamais trompé sur l'impossibilité de transporter les schémas marxistes et les appliquer à l'Afrique. La résistance culturelle, les conditions économiques, il les décelait très précisément. J'ajoute que Valdiodio avait, ce qui était quand même très remarquable, une foi dans la démocratie, une conviction que rien n'était possible en dehors de la démocratie. Non, un homme d'État très remarquable. Moi, je crois que la vie ne lui a pas donné l'occasion véritable d'exercer comme il convenait de si rares talents. Je savais qu'il appartenait par sa famille à une grande tradition historique au Sénégal. Mais moi, je le verrais toujours comme ça lorsque j'allais le voir en prison et qu'il arrivait dans sa robe. Là, vous savez, comme l'expression qu'on trouve, je crois, dans les psaumes sur le fils de roi. Et je souriais toujours parce qu'il arrivait en fils de roi, ce qui ne voulait pas dire la pompe du monarque, puisqu'il n'y a pas plus démuni que le prisonnier. Mais il y avait dans son port de tête et dans le sourire cette éminente noblesse d'âme et le sentiment profond qu'aucun homme, fût-ce dans la pire épreuve, ne doit jamais renoncer, si peu que ce soit, à sa dignité. Donc j'utiliserai volontiers ce terme. C'était un homme d'une remarquable dignité. Ça ne veut pas dire la distance, la dignité. Ça veut dire simplement la maîtrise de soi dans l'épreuve. Et tel il était admirable. Oui. On peut s'interroger seulement sur pourquoi est-ce que des États jeunes, avec des élites brillantes mais pas nombreuses, se privent ainsi de telles compétences. Je crois que c'est très dommageable. En définitive, ce qui est advenu était dommageable pour Valdiodio, mais dommageable également pour le Sénégal. Et c'est triste à constater. Cela fait partie d'un destin politique comme Mandela.
Quand les États africains ont décidé de sortir de la nuit coloniale, ce n'était point pour s'engouffrer dans une nuit plus noire. Lorsque Michel-Ange a sculpté l'aube et le crépuscule, le jour et la nuit, dans la chapelle Médicis, il a gravé sur le piédestal de la nuit: si c'est pour voir la tyrannie, ne te réveille pas. Non, ce n'était pas l'aspiration à un surcroît de ténèbres qui animait ceux qui ont déchiré la nuit coloniale. Ceux aujourd'hui qui continuent de la pourchasser partout où elle persiste à maintenir ses voiles.